On a souvent l'impression que le monde est chaotique, non? Une crise par-ci, des tensions par-là. C'est facile de se sentir un peu perdu. Et si tout ça n'était pas juste une série d'événements au hasard? Et si, en fait, une seule grande idée, une seule transition majeure pouvait tout éclaircir? Eh bien, c'est justement l'hypothèse qu'on va creuser ensemble. Voilà la question qui pourrait bien tout changer. Imaginez un instant, ce sentiment de confusion, les crises politiques, les secousses économiques. Si tout ça, ce n'était en fait que les symptômes d'un seul et même phénomène, la fin d'une ère. Comme si on vivait les dernières secousses d'un vieux monde en train de s'effondrer pour laisser la place à autre chose. Et cette ère qui s'achève, c'est l'ère industrielle. Attention, on ne parle pas d'une petite évolution, d'un simple ajustement. Non, on parle d'une rupture, une vraie. Le système qui a façonné nos vies, notre économie, notre politique pendant plus de 200 ans est tout simplement arrivé à sa fin. Alors avant de se projeter dans l'avenir, il faut absolument comprendre ce qu'on laisse derrière nous. C'est quoi, au juste, l'héritage de cette fameuse ère industrielle? Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. En fait, cet héritage, il est à double tranchant. D'un côté, une aventure humaine incroyable, des progrès techniques absolument fulgurants. Mais de l'autre, une histoire marquée par des conflits permanents, des conflits militaires, économiques, sociaux, qui avaient tous un moteur commun, la compétition. Le principe était simple. Pour qu'un camp gagne, il fallait que l'autre perde. Évidemment, la fin d'un système comme celui-là, ça ne se fait pas en douceur. Ça provoque une mutation immense de la société et ça arrive au pire moment. On est en plein dans ce que certains appellent une polycrise. C'est l'idée que plusieurs crises géantes, le climat, les ressources, le numérique, se percutent en même temps. Et chacune amplifie les autres, ce qui crée une sorte de tempête parfaite. Mais face à ce changement qui paraît inévitable, certains s'accrochent. Deux géants, deux superpuissances, essayent par tous les moyens de maintenir en vie cet ancien monde. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans ce monde-là qu'ils sont devenus dominants et ils comptent bien en être les derniers maîtres. Cette image, elle est vraiment parlante. On a l'impression d'assister à une confrontation mythologique, un duel de titans entre les États-Unis et la Chine. Ils se livrent une bataille acharnée pour la première place. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est qu'ils se battent pour le contrôle d'un royaume qui est déjà en train de disparaître. Leurs stratégies ont l'air différentes, mais au fond, elles visent le même but. D'un côté, les États-Unis, qui veulent contrôler l'immatériel, la finance, la data. De l'autre, la Chine, qui veut rester l'usine du monde. Mais au final, ils se battent pour la même chose, le contrôle des rouages de l'ancien système industriel. Et pour imposer leur volonté dans ce monde qui part dans tous les sens, ils utilisent une recette qui se ressemble étrangement, un bon gros virage autoritaire. Ils resserrent la vis, limitent les libertés, parce qu'ils sont convaincus que seule une main de fer leur permettra de garder le cap et de renforcer leur pouvoir. Et dans ce choc des géants, il y a forcément un terrain de jeu privilégié, un champ de bataille principal. Et ce champ de bataille, eh bien, c'est l'Europe. Mais alors pourquoi? Pourquoi l'Europe se retrouve-t-elle comme ça, prise en étau? La raison est assez simple en fait. L'Europe est à la fois le berceau de l'ancien monde et en même temps le laboratoire potentiel du nouveau, en essayant, même un peu timidement, d'inventer un modèle différent, plus basé sur la coopération. Elle devient une menace directe pour les deux géants. Parce que si l'Europe réussit et propose une alternative qui marche, tout leur projet de domination s'écroule. Alors là, attention, les mots sont d'une violence rare, mais ils décrivent très bien l'idée. On n'est plus dans la compétition saine, on est dans une entreprise de démolition. Le but, c'est d'étouffer dans l'œuf toute alternative, de saboter le projet européen avant même qu'il ait une chance de prouver sa valeur. Et leur arme de choix pour ça, ce sont les guerres hybrides. Oubliez les images de tanks et de soldats. Ici, les armes, c'est la désinformation qui pourrit les débats, c'est le chantage économique qui nous fragilise, c'est l'ingérence politique qui mine nos démocraties, c'est une guerre invisible conçue pour nous ronger de l'intérieur. La conséquence de tout ça, elle est brutale mais claire. L'ancien monde où l'Europe pouvait compter sur la protection américaine est terminé. C'est fini. Face à ces nouvelles menaces, les démocraties européennes sont seules. En gros, elles n'ont plus le choix. Elles doivent se réinventer, trouver leur propre voie. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité, parce que c'est souvent sous une pression extrême que de nouvelles voies peuvent émerger. Alors, à quoi pourrait ressembler ce chemin alternatif? Pas seulement pour l'Europe d'ailleurs, mais pour le monde entier. Le voilà, on arrive au cœur du réacteur. Le changement de logiciel est total. Il s'agit de passer d'un monde où la réussite se mesurait à la capacité à écraser l'autre, à un monde où la prospérité dépend de notre capacité à coopérer. C'est un virage à 180 degrés par rapport à tout ce qu'on a connu depuis des siècles. Et ce nouveau modèle, il reposerait sur deux piliers.
D'abord, ce qu'on peut appeler l'économie productive. Ça, c'est la base, s'assurer que tout le monde ait accès à l'essentiel de manière saine et durable. Et puis, il y a la deuxième, et c'est là que tout devient passionnant, l'économie contributive. C'est tout ce qui ne se compte pas forcément en euros, mais qui fait la vraie richesse d'une société. L'art, l'éducation, le soin, la vie associative, bref, le ciment qui nous relie. Ok, la vision est inspirante, c'est certain. Mais la question la plus importante reste posée. Qui a les épaules pour construire ce nouveau monde? Qui seront les architectes de ce changement radical? Le premier obstacle est énorme. Nos outils sont complètement rouillés. Nos institutions, nos lois, notre système politique, tout a été pensé et construit pour un monde de compétition. Essayer de bâtir une société de coopération avec ça, c'est un peu comme vouloir naviguer sur Internet avec un Minitel. C'est tout simplement inadapté. Et c'est précisément pour ça que les acteurs traditionnels du pouvoir, les partis politiques, les grandes institutions, sont paralysés. Ils sont coincés dans l'ancien logiciel de la compétition. Ils sont incapables d'imaginer, et donc encore moins de construire, un monde qui fonctionnerait avec des règles du jeu totalement différentes. Alors, si le changement ne peut pas venir d'en haut, d'où va-t-il venir? La réponse est un renversement total de perspective. Il viendra d'en bas. Des citoyens qui se regroupent, des initiatives locales qui émergent, des communautés qui, à leur petite échelle, sont déjà en train d'inventer des solutions coopératives pour leurs problèmes du quotidien. Et c'est avec cette question qu'on va se quitter. Après des siècles passés à nous affronter, est-ce que la prochaine grande aventure de l'humanité, ce ne serait pas tout simplement d'apprendre à coopérer, d'apprendre à réussir, non plus les uns contre les autres, mais enfin les uns avec les autres? Voilà, peut-être, le véritable défi de notre siècle.